on est ravis de vous voir aussi nombreux inscrits, nombreux présents. Donc, ne vous privez pas de poser vos questions. On a des modérateurs fantastiques qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions, enfin le plus possible. Maëlys et Anthony sont aux commandes. Néanmoins, si on n'avait pas la possibilité de répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours la possibilité de nous envoyer vos questions par email, de nous appeler également au standard de Cripcool. Et puis, le contenu de ce webinaire devrait répondre en soi à un certain nombre de questions que vous vous posez en matière de déclaration de revenus et de déclaration de revenus crypto. Il est 18h. Je pense que, comme le contenu est assez dense, on ne va pas tarder à commencer, même si tout le monde n'est pas encore arrivé. Par ailleurs, je tiens à vous dire qu'il y aura un replay de ce webinaire qui sera disponible dans les jours à venir. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de rester jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la vidéo, vous aurez un accès à la vidéo dans très peu de temps. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Merci d'animer ce webinaire avec moi. Donc, nous allons commencer tranquillement par exposer le contenu de ce webinaire. Donc, il va se diviser en 4 parties. On va d'abord voir quels sont les principes de base de la fiscalité en matière de déclaration de revenus en 2025, de manière un peu générale et puis plus spécifiquement sur les cryptos. Ensuite, on identifiera les obligations fiscales qui sont liées aux revenus. Avant de parler de comment on peut maîtriser sa déclaration de revenus, comment on peut l'optimiser, entre guillemets. Et enfin, on verra comment on calcule les plus-values d'imposition. Et on verra aussi quelles sont les différentes obligations liées aux déclarations. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Les fondamentaux de la déclaration de revenus. Qui doit déclarer? En France, toute personne qui est résidente fiscale française et qui perçoit des revenus imposables doit déclarer ses revenus. On entend par revenus les revenus d'activité, qu'ils soient salaires, traitements, pensions de retraite, les revenus fonciers, tels que les loyers perçus, les revenus mobiliers, donc les dividendes, les intérêts, les plus-values de cession, donc ça c'est un sujet qui va nous intéresser ce soir, cession d'actions ou de crypto, et les revenus exceptionnels pour les chanceux, tels que gains de loterie ou héritage imposable. Aussi, concernant la résidence fiscale, elle est déterminée au travers de plusieurs points. Donc les deux premières vont être la localisation du foyer. Donc si par exemple votre foyer, femme, enfant réside en France, malgré que vous résidez à l'étranger, vous serez tout de même résident fiscal français. Et enfin, c'est aussi le centre de vos intérêts économiques. Donc si la plupart de vos revenus viennent de France, vous serez résident fiscal français, même en étant domicilié à l'étranger. Le troisième point, c'est la durée de résidence. Séjour. C'est ça. Si vous restez plus de 183 jours en France, vous êtes résident fiscal français de plein droit. Mais en dessous de cette période, les deux premiers points peuvent s'appliquer. Très bien. Donc, ce n'est pas forcément un cumul des trois qui qualifie la résidence fiscale. C'est ça. Un des trois points suffit. Très bien. Merci Alexis pour cet éclaircissement. Qu'est-ce qui est imposable? Un événement est imposable lorsqu'il génère un revenu, et c'est ce revenu qui est imposable. Donc ça peut être une définition un peu simpliste, mais c'est nécessaire de comprendre qu'il faut qu'il y ait un revenu pour qu'il y ait un impôt. Alexis, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Non, c'est vraiment cette notion de gain quelque part, que ce soit au travers du salaire ou de cession ou autre, qui est imposable. Quelle forme d'imposition? Donc, si on parle de traitement et salaire, eux sont soumis en France à ce qu'on appelle le barème progressif ou le barème par tranche. C'est-à-dire qu'en fait, le salaire se voit appliquer une imposition, des tranches d'imposition différentes en fonction de son
comment dire, de son niveau de revenu. C'est-à-dire que il y a 5 tranches qui s'appliquent sur un salaire, 0% jusqu'à 11 497 € et jusqu'à 45% pour les salaires ou les traitements de plus de 180 294 € en 2025. On va vous montrer par un exemple très concret comment s'applique ce barème progressif. En matière d'imposition, il faut distinguer également les revenus de capitaux mobiliers, donc les dividendes, les revenus d'obligation et les intérêts, ainsi que les plus-values mobilières, qui sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, le PFU, ou aussi ce qu'on appelle la flat tax, qui aujourd'hui est à 30% en France. S'il est plus favorable, les contribuables peuvent choisir d'opter pour le barème progressif. On verra dans quelles conditions il est favorable. Il peut être plus favorable. À savoir que si vous optez pour le barème progressif pour les actions, c'est indépendant de l'option barème progressif pour les cryptos. Donc il est possible d'opter pour l'un ou l'autre, les deux ou pas du tout, indépendamment que vous en choisissez un ou pas. En revanche, quand il est choisi, quand on choisit le barème progressif, on le choisit pour une période donnée? Alors, il est choisi pour 1 an et il est irrévocable. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il y a eu une erreur dans la déclaration ou ce genre de choses, il n'est pas possible de revenir à la flat tax si au final la flat tax était plus intéressante. Alors Voilà, qu'à sur une l'inverse, année donnée. si vous êtes prélevé à la flat tax et que par exemple, lors de la période de correction, vous vous rendez compte qu'il est plus favorable de choisir le barème progressif, il est possible de changer. Très bien. Alors, on va rentrer tout de suite dans le dur. Comment calculer le montant de son imposition au barème progressif? On va prendre l'exemple de Laura, dont le revenu net imposable cette année est de 35 100 €. Et on va appliquer les règles du barème progressif. Donc, elle va décomposer le montant de ses revenus par tranche. Donc, de 0 à 11 000 € grosso modo, hein, on fait à la louche. Laura va payer 0% d'impôt, 0 €. Entre 11 et 29 000 €, elle va payer 11%, ce qui va correspondre à 1 959 €. Et pour la dernière tranche en ce qui la concerne, entre 29 et 83 000 €, elle va payer 30%, soit 1 735 €. Ce qui lui fera un total d'imposition au barème progressif sur son salaire cette année de 3 694 €. J'espère que c'est assez clair comme raisonnement et comme explication. Ce qui est important de retenir en fait, c'est que dans la position progressive, c'est vraiment les tranches de revenus qui sont imposées en fonction des différents barèmes. Donc en l'occurrence, si vous êtes à la tranche à 30%, dans le cas présent à 35 000, c'est uniquement la fraction de revenus de 29 000 à 35 000, donc environ 6 000 € qui sont imposés Oui, à 30% et pas l'ensemble des revenus. voilà. Quelle est la règle française en matière de déclaration de revenus crypto? En France, la loi impose de déclarer toutes les transactions. Alors, on a marqué toutes les transactions d'achat et de vente de tous les membres du foyer fiscal depuis leur acquisition, mais ça demande un petit ajustement pour bien comprendre ce que signifie cette règle, Alexis. Je te laisse revenir dessus. C'est uniquement lors d'une vente de crypto, qui est l'opération imposable, donc la cession à titre onéreux, qu'il faut déclarer l'ensemble de ces transactions d'achat et de vente. Mais lorsque vous faites un achat sans avoir fait de vente, il n'y a pas encore besoin de déclarer jusqu'à cette étape. Voilà, jusqu'à présent, ce qui est obligatoire en France, c'est de déclarer dans sa déclaration de revenus les cessions crypto à l'occasion desquelles on déclare en fait l'ensemble de ces transactions. J'espère que c'est clair. On va pouvoir voir un exemple concret. Donc là, on continue un peu dans la démonstration arithmétique d'un calcul d'impôt sur le revenu incluant des revenus crypto avec l'exemple de Jules qui, cette année, déclare le même salaire net imposable que Laura, c'est-à-dire 35 100 €, auquel s'ajoutent 10 000 € de plus-value issus de cessions de crypto, donc soit un total de revenus de 45 100 €. Allez, excusez-moi, je reviens. Voilà. Et pourquoi ma vidéo ne démarre pas? Ah zut. C'est les aléas du direct. Exactement.
Alors, je remettrai. Je vous demande une petite seconde. Je vais revenir sur la slide récalcitrante. Voilà. Donc, Jules doit déclarer 45 100 € de revenus cette année. Les 10 000 € de la plus-value, du coup, vont s'ajouter aux revenus imposables et on a les deux options, soit de la flat tax, donc imposée à 30%, soit d'intégrer cette plus-value aux revenus et donc de les avoir imposés au barème progressif sur lequel s'ajoutent les 17,2 de prélèvements sociaux. À savoir qu'en fait, la flat tax, c'est déjà un impôt qui est regroupé, étant donné qu'il contient 12,8% d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 au titre des prélèvements sociaux. Donc, dans la flat tax, c'est un montant d'impôt sur le revenu qui est fixe et au barème progressif, ça va dépendre de notre tranche d'imposition. Dans le cas présent, les 10 000 € vont être imposés dans la tranche à 30%. Sur ces 10 000 € s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 qui existent dans les deux cas. Et pour ce salaire et cette session, le plus intéressant est la flat tax. Voilà, parce que donc, au titre de son salaire imposé au barème progressif, Jules a donc 3 694 € d'impôt. C'est le même impôt que Laura dans le précédent exemple. On ne l'a pas recalculé ici. On a juste donc calculé ce qui, au titre de sa session de crypto, était également imposable. Donc, selon cet exemple, quand on compare flat tax et barème progressif, effectivement, on voit un différentiel important entre le montant estimé de son impôt à la flat tax et le montant estimé au barème progressif. On va du coup pouvoir voir un second exemple, donc avec une composition de revenus différente, c'est-à-dire Hugo qui déclare 25 000 € de salaire net imposable et une plus-value un peu plus réduite de 3 000 €, soit un total de 28 000 €. En l'occurrence, si on opte pour la flat tax, les revenus vont être imposés au titre de l'impôt sur le revenu de 12,8%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, soit un total de 2 715 €. S'il opte pour le barème progressif, la partie de plus-value va être imposée au titre de l'impôt sur les revenus à 11%, donc inférieur à l'impôt sur les revenus de la flat tax. Et même s'il s'ajoute les prélèvements sociaux, c'est plus intéressant dans le cas d'Hugo de déclarer au barème progressif plutôt que d'opter pour la flat tax. Donc se pose la question à ce moment-là de savoir à quel moment il est intéressant de comparer les deux méthodes. En fait, globalement, si le montant total des revenus du foyer est inférieur au plafond de la deuxième tranche de revenus, c'est-à-dire 29 315 € en 2025, c'est intéressant de faire la simulation des deux méthodes, parce qu'il y a une chance pour que le barème progressif soit plus intéressant. Si les revenus sont supérieurs à cette tranche de revenus de 29 315 €, alors il y a de grandes chances pour que ce soit la flat tax qui soit plus intéressant. C'est ça. En fait, au-delà de la tranche à 30%, si on opte pour le barème progressif, on sera toujours à minimum 30 plus 17,2, donc supérieur aux 30% de la flat tax. Et c'est en dessous de ces revenus qu'il convient d'étudier les situations. Alors attention, c'est pas toujours plus favorable d'opter pour le barème progressif en dessous de 29 000. Oui, bien sûr. Ça va dépendre en fait de la valeur des sessions crypto. Et dans certains cas, ça peut être plus intéressant malgré tout de conserver la flat tax. Il faut vraiment faire la simulation des deux options. Comment se calcule la plus-value en cas de cession de crypto? On va voir un exemple avec Florence. Mmh. Alors, en fait, on va déjà voir le capital investi. En l'occurrence, là, Florence achète 5 ETH d'une valeur de 1 000 € chacun, soit 5 000 €, qui correspond au capital investi. Si le cours de l'ETH augmente de 50%, son portefeuille va être revalorisé à 7 500 €. Et donc là, on va dire que son portefeuille est composé de deux choses. Les 5 000 € initialement investis et les 2 500 € qui correspondent à la plus-value latente, soit 2 tiers de capital investi et 1 tiers de plus-value dans cet exemple bien précis. Si elle souhaite vendre pour 3 000 € pour récupérer une partie de son montant investi,
il va y avoir une part de plus-value, ça va être en fait prélevé dans les mêmes proportions que le portefeuille. Donc on va dire que sur ces 3 000 €, il y a 2 tiers de capital, de 1 000 €, et 1 tiers de plus-value, soit 1 000 €. Et c'est ces 1 000 € de plus-value qui sont imposables à la flat tax, donc 30%, soit 300 € de plus-value à payer sur cette opération. Ouais, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir en fait quel est l'esprit du calcul de la plus-value en cas de cession. C'est de comprendre cette idée de proportion entre ce qui est considéré comme la part de capital et ce qui est considéré comme la part de plus-value. Pour En ceux qui ont l'occurrence, là, l'habitude, ça peut être comparé au rachat partiel d'assurance vie. Donc c'est la même logique de calcul avec une part de capital proportionnelle à la part de plus-value lors des retraits. merci Alexis. Donc, cette année, au titre du PFU, Florence est redevable de 300 € de flat tax sur ses plus-values. En matière de déclaration de revenus et de revenus crypto, il y a des idées reçues. En l'occurrence, une idée qui est si ma plus-value est inférieure à 305 €, je n'ai pas d'impôt à payer, est fausse. L'exonération en matière de déclaration de revenus crypto s'applique aux cessions de crypto dans la limite de 305 € par an et pas, et ce montant de 305 € ne concerne pas la plus-value. C'est vraiment la cession de crypto, ce qui représente en réalité une somme assez faible. C'est-à-dire que si vous faites une vente de 306 € et que vous avez 1 € de plus-value, vous êtes redevable de l'impôt sur les plus-values sur 7 € de plus-value en question. Une autre idée reçue est: je dois déclarer tous mes comptes crypto à l'administration fiscale. Oh, pardon, excusez-moi. Donc on recommence. Donc je dois déclarer tous mes comptes crypto à l'administration fiscale française. Non. Seuls les comptes détenus sur des plateformes étrangères doivent être déclarés, sous peine d'une amende de 750 € par compte non déclaré, pouvant aller jusqu'à 10 000 € en cas de fraude avérée. Et il n'y a pas besoin de déclarer du coup les comptes français, c'est vraiment uniquement les comptes détenus à l'étranger. Donc par exemple, vous n'êtes pas obligé de déclarer votre compte Cryptcool, mais si vous avez des comptes sur des plateformes étrangères, il faut faire une déclaration par compte. Voilà. Excusez-moi, ça bug un petit peu. On va arriver à la troisième idée reçue. Je pense qu'on peut le laisser jusqu'à la fin. C'est Ça ce que je vais évitera faire. les petits problèmes. La loi impose de déclarer toutes les transactions d'achat et de vente de tous les membres du foyer fiscal depuis leur acquisition. C'est vrai. L'administration fiscale prend en compte la valeur globale du portefeuille de tous les membres du foyer fiscal. Et chaque opération de cession doit être intégrée dans la déclaration, c'est le formulaire 2086, même si elles ont été réalisées sur différentes plateformes. Ainsi, si vous avez des enfants qui détiennent des cryptos et qu'ils font des ventes, il faudra les intégrer à votre déclaration de revenus s'ils sont rattachés à votre foyer fiscal. Autre idée reçue, toutes les transactions crypto sont imposables. Alors c'est faux. Les échanges de crypto à crypto ne sont pas imposables car considérés comme provisoires. Et le don de crypto, c'est-à-dire une cession à titre gratuit en termes fiscaux, le don de crypto à la famille et aux amis n'est pas imposable. Mais la vente ultérieure de ce cadeau sera imposée comme un gain en capital. Sachant que la personne qui reçoit le don en crypto le reçoit à la valeur de marché. Donc en fait, s'il vend dès qu'il a reçu le don, en général, il n'y a pas de plus-value sur ce type de transaction. Si j'utilise des cryptos pour payer des biens et services, j'échappe à la flat tax. Alors c'est faux également. Utiliser ces cryptos comme moyen de paiement de biens et services est considéré comme une cession imposable. Donc le montant imposé correspond à la valeur en euros du bien ou du service en question. C'est ça. Si des cryptos sont utilisés comme moyen de paiement, en fait, l'administration fiscale va considérer que c'est comme si vous aviez vendu vos cryptos contre de l'euro et que vous avez utilisé ces euros pour acheter le bien ou service. Comment on calcule justement une plus-value?
On l'a évoqué là déjà dans les exemples très concrets, mais quelle est l'équation qui est utilisée par l'administration fiscale pour calculer cette plus-value? D'abord, on estime le gain ou la perte en capital brut. Donc le gain ou la perte en capital brut, c'est égal au prix de vente moins les frais de vente dont on déduit le coût d'acquisition. Et ce même coût d'acquisition, lui, se calcule comme la somme du prix d'acquisition total de tous les cryptoactifs augmentés des frais d'acquisition, multiplié par le prix de vente, et l'ensemble est divisé par la valeur totale du portefeuille. Bon, c'est pas très visuel d'expliquer ça comme ça, mais si vous voulez avoir l'équation de référence pour faire votre estimation, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Il faut savoir que si on ne veut pas produire les coûts d'acquisition d'un actif, on entend par coût d'acquisition d'un actif, par exemple, les frais d'une plateforme utilisée pour l'acquisition de cet actif. La loi considère que les coûts sont égaux à 0 € et donc on perd la déductibilité de ces frais. Donc il est important de pouvoir prouver quels sont les frais qui ont été applicables aux différentes transactions crypto opérées. Ensuite, les moins-values sont déduites exclusivement des plus-values de même nature, c'est-à-dire sur des actifs numériques réalisés au cours de la même année. Alexis, je te laisse Ainsi, expliquer. si vous avez par exemple des plus-values sur des actions et que vous avez des moins-values sur des actifs numériques, vous ne pouvez pas utiliser vos moins-values sur les actifs numériques pour compenser celles des actions. Par contre, si vous avez par exemple une première opération en milieu d'année en moins-value et une autre au cours de l'année en plus-value, vous pouvez déduire la moins-value de la plus-value sur cette même année. Et à la différence des actions, il n'est malheureusement pas possible de reporter les moins-values sur d'autres années en matière de cryptoactifs. Bien sûr, si le montant de la différence entre les gains et les pertes en capital est négatif, il ne sera pas imposé. Ce sera considéré comme une moins-value globale, tout simplement. Est-ce que je peux optimiser mes impôts sur les cryptos? Bon, optimiser, ça va être un grand mot, mais disons qu'on peut maîtriser au mieux les règles pour en bénéficier le mieux possible. Donc réduire sa dette fiscale, aujourd'hui, ça voudrait dire quoi? Dans un premier temps, ça veut dire, en jargon, on dit hodler, ça veut dire conserver ses cryptos, ne pas vendre, surtout si les cours baissent. Tant qu'on détient des cryptos et qu'on ne fait pas de cession imposable, il n'y a rien à déclarer, sauf si c'est des comptes à l'étranger. Dans ce cas, il faut juste déclarer le compte, mais pas les opérations. Pour résumer, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Deuxièmement, convertir ces cryptos en real world asset, par exemple, ou en stablecoin, c'est un moyen de diversifier son portefeuille. Ça permet de le stabiliser et étant donné qu'on reste dans le monde des cryptos, il n'y a pas d'imposition étant donné que les échanges crypto à crypto, comme on l'a vu précédemment, ne sont pas imposés. Déduire ses pertes crypto, on ne paiera pas d'impôt. On ne paiera d'impôt que sur les gains de l'année fiscale. Contrairement aux titres tels que les actions, les pertes en capital des cryptoactifs ne peuvent pas être reportées sur les années suivantes. Et vous pouvez aussi penser à déduire vos frais de transaction, étant donné que les frais que vous payez lors des achats, ventes et échanges sont déductibles du prix de vente lorsque vous vendez vos cryptos contre de la monnaie telle que l'euro. Puisqu'on en parle, donc, quel actif numérique pour maîtriser sa dette fiscale? Alors, il se trouve que chez Cryptcool, on a un actif numérique qui est particulièrement dédié à cette utilité. Il s'agit de VRO, donc que un certain nombre d'entre vous connaissent déjà, mais peut-être d'autres ne connaissent pas encore. VRO, c'est VeraOne, un jeton numérique d'1 gramme d'or physique, donc de l'or physique qui est stocké dans les chambres fortes du groupe au coffre en Suisse. La valeur garantie du VRO en or est de 1 pour 1. C'est-à-dire que du coup, le VeraOne suit strictement le cours du gramme d'or, étant donné que c'est de l'or. Et ça C'est va même 1 avoir, gramme d'or en fait, c'est un ça, 1 VeraOne. gramme d'or pur, LBMA, et ça va avoir plusieurs intérêts. Donc vous allez pouvoir réduire votre exposition au marché crypto en utilisant l'or pour stabiliser la valeur de votre portefeuille, étant donné que l'or est un actif qui a une stabilité relative à long terme, donc un petit peu de volatilité à court terme, mais contrairement aux monnaies fiat,
il n'y a pas l'inflation qui vient en fait ronger la valeur dans le temps. Et ensuite, étant donné que vous n'avez pas ces échanges crypto à crypto qui sont imposés, vous pouvez repasser du VeraOne vers d'autres cryptos sans passer par la monnaie fiat et donc sans aucune friction fiscale. Pour ce qui concerne VeraOne, les spécificités et les avantages de VeraOne, vous êtes parfaitement libre de nous contacter précisément à ce sujet. Et par ailleurs, je tiens à préciser qu'on fera certainement dans les semaines, mois à venir, au printemps, un webinaire dédié à VeraOne. En pratique, comment on déclare? Alors, il y a 3 formulaires fiscaux qui constituent les annexes crypto du formulaire 2042 de la déclaration de revenus. Le 2086, qui consiste à lister les transactions sur les gains en capital et les revenus. On liste toutes les opérations qui réalisent soit une plus-value, soit une moins-value au cours de l'année fiscale. Bon, il se trouve que la déclaration aujourd'hui est limitée à 20 opérations, c'est pas encore très détaillé. Au-delà, il est généralement possible d'envoyer directement en fait le relevé de transaction au format CSV ou en document Excel. Généralement, c'est relativement accepté. Oui. Je précise que sur la plateforme Cryptcool, il est possible de télécharger ce relevé d'opération directement à partir de votre interface personnelle. Je pense que la période va ouvrir un grand nombre de questions sur comment on fait ou où on trouve ce récapitulatif de transactions. Il y a sur la chaîne YouTube de Cryptcool des tutos qui vous permettent de retrouver ces récapitulatifs de transactions. Le formulaire 2042C, c'est le résumé des gains en capital et le résumé des revenus. Donc, calcul des gains, pertes en capital, déclaré sur 2 lignes en particulier, la ligne 3N qui est la ligne de la déclaration de la plus-value nette et la ligne 3BN, celle de la moins-value nette. Et enfin, le formulaire 3916 bis, qui est la liste des comptes crypto possédés hors de France et qui est la liste des comptes qu'on est tenu de déclarer. Justement, ce fameux formulaire, à quoi il tient? Donc, la déclaration des comptes crypto détenus à l'étranger est obligatoire. Cette déclaration est faite via ce fameux formulaire 3916 bis. Il faut préciser qu'un compte Ledger ou tout autre stockage à froid, ce qu'on appelle les cold wallets, ne sont pas considérés comme des comptes détenus à l'étranger. Donc, vous n'avez pas à les déclarer. Et si vous détenez plusieurs comptes sur plusieurs plateformes étrangères, vous devez remplir un formulaire individuel pour chaque compte. Alexis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça? C'est ça. Il faut bien noter qu'en fait, ce qui est considéré comme un compte crypto détenu à l'étranger, c'est lorsque vous possédez un compte auprès d'une plateforme. Le moyen facile de le retenir, c'est comme ça. Si jamais il n'y a pas de plateforme, par exemple que vous avez un portefeuille personnel type Ledger, type MetaMask ou autre, ce n'est pas à déclarer. Si c'est une plateforme, qu'elle est basée en France, pas besoin de la déclarer. Hors de France, il faut la déclarer. Alors maintenant qu'on a vu toute la complexité de la déclaration de revenus et de revenus crypto, on va vous parler des outils qui existent pour déléguer ou en tout cas se faire aider dans cette épreuve parce qu'elle peut être stressante et source de pas mal d'erreurs. Il se trouve que chez Cryptcool, on a un partenariat avec une entreprise, un cabinet comptable spécialisé dans la comptabilité crypto qui s'appelle Compta Crypto, à juste titre. Compta Crypto présente plusieurs avantages. D'abord, effectivement, à partir de l'export que vous pouvez générer sur votre interface, sur votre plateforme, sur votre interface personnelle de plateforme, que ce soit Cryptcool ou que ce soit une autre plateforme, si vous cumulez plusieurs comptes, vous générez ce récapitulatif de transactions que vous pouvez télécharger sur Compta Crypto à partir du compte que vous aurez créé, sachant que la création d'un compte est gratuite tant que vous avez moins de 50 transactions par an à déclarer. Au-delà, il me semble de mémoire que ça va être 90 € par an, jusqu'à 10 000 transactions.
et que les clients de Cryptcool bénéficient d'une réduction de 20% sur l'ouverture d'un compte à crypto. Mais voilà, compte à crypto présente un certain nombre d'avantages non négligeables, à la fois sur le volume de transactions qui peuvent être traitées chaque année, sur les sources d'import, c'est-à-dire qu'effectivement, Cryptcool, Binance, Coinbase, CoinHouse, enfin un certain nombre de plateformes crypto sont acceptées par compte à crypto, y compris les ledgers et toute autre forme de cold wallet. Compte à crypto prend en charge la déclaration des plus-values du formulaire 2086, la déclaration des comptes à l'étranger, le suivi des performances journalières, l'insynchronisation journalière des comptes, la liste des cessions, le montant d'imposition estimé et l'attestation de conformité. Ce qui est non négligeable parce que l'attestation de conformité prouve votre bonne foi à l'administration fiscale. Et en cas de contrôle, le fait de pouvoir disposer de cette attestation vous évite un certain nombre d'ennuis parce qu'à minima, vous prouvez votre bonne foi. Alors attention tout de même, il ne faut pas cacher des portefeuilles, il faut vraiment que ce soit... voilà, c'est important de le préciser, si vous oubliez volontairement un portefeuille, ça peut être retoqué par l'administration fiscale, mais si vous l'avez fait de bonne foi, que vous avez été le plus exhaustif possible et qu'il y a une erreur, que vous êtes passé par ce genre d'outil, ça vous permet entre autres de prouver justement la bonne foi et d'éviter d'avoir des amendes ou des majorations sur le montant à payer. Oui, il ne faut pas oublier que Bercy aussi s'équipe de l'IA et qu'ils vont forcément gagner en puissance. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils maîtrisent le sujet crypto et ils savent très bien comment l'imposer, quelles sont les règles, quelles sont les transactions. Donc voilà, il faut pas se dire que, étant donné que c'est une technologie nouvelle, ils ne maîtrisent pas, ils maîtrisent au contraire très bien ce type d'actif. C'est bon de le préciser. La présentation telle quelle de comment déclarer ses revenus et ses revenus crypto est terminée. On va passer aux questions, enfin aux réponses aux questions, aux très nombreuses questions que vous nous avez envoyées. Et d'ailleurs, on pourra sans doute pas répondre ce soir à l'ensemble de ces questions parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. On a quand même essayé de répertorier les types de questions les plus emblématiques pour que vous puissiez tous repartir avec quelques réponses à certaines de vos questions. Mais n'hésitez pas à nous les poser à nouveau, soit par email, soit par téléphone, à l'occasion de nos prochains échanges. Doit-on investir en société ou en propre? Alors, les deux sont possibles, c'est-à-dire que vous pouvez soit investir en propre, donc en tant que particulier, ou si vous avez une société, vous pouvez tout à fait investir la trésorerie de votre société en crypto. C'est tout à fait autorisé. Généralement, voilà, on recommande juste de prévenir votre comptable à ce sujet. Mais notez bien aussi que le patrimoine de la société est votre patrimoine propre, en dehors du cas spécifique de la micro-entreprise, est séparé. Donc il faudra avoir deux comptes différents pour bien séparer la gestion du portefeuille propre et du portefeuille de société. Et puis, il faut préciser qu'en matière de déclaration fiscale, les règles applicables ne sont pas les mêmes. Donc, ça sera une autre règle du jeu quand il s'agira de déclarer ces sessions de crypto. C'est ça, les différents points de fiscalité qu'on a vus aujourd'hui concernent uniquement les particuliers et les sociétés, elles, obéissent à d'autres règles qui sont celles de l'imposition sur les sociétés. Mais on ne va pas forcément entrer dans le détail ici. C'est pas le propos ce soir, mais on avait fait un webinaire qui traitait justement du sujet des sociétés et de l'investissement en crypto par les entreprises. Ce webinaire sera réitéré en temps voulu dans les mois à venir. Pensez-vous mettre une crypto silver en complément? Alors, on sort un tout petit peu du sujet. Alors oui, c'est prévu. Elle existe actuellement en bêta. Si certaines personnes sont intéressées, ils peuvent éventuellement nous contacter. Mais voilà, il faudra juste noter qu'elle ne sera pas visible depuis l'interface, mais on est en mesure de vous la proposer en bêta pour ceux que ça intéresserait. Il faut peut-être préciser ce que c'est la crypto silver pour ceux qui ne connaîtraient pas
Bon, par rapport à la crypto or, puisque Ça va celle-ci être est déjà disponible. très similaire au Vera1, à la différence de l'actif tokenisé, on va être du coup sur le gramme d'argent et non sur le gramme d'or. Voilà, merci Alexis. Vos outils d'accompagnement pour simplifier la déclaration de 3916 sur les comptes ouverts à l'étranger. Bon, alors ça, on vient de le voir. Alors du coup, Excusez-moi. ce sera Compta Crypto tout simplement. Il existe aussi Waltio qui permet justement de faire ce type de déclaration. Après voilà, nous sommes en partenariat uniquement avec Compta Crypto pour lequel vous pouvez avoir une réduction, mais il existe en alternative justement Waltio et je crois qu'il y a encore une ou deux plateformes, mais j'ai plus les noms en tête. Très bien. Notre question suivante. Excusez-moi, ça bug un peu mon outil. Si on n'a pas fait de plus-value, on n'a rien à déclarer. Alors, c'est vrai s'il n'y a pas eu de cession. Par contre, si on est en moins-value et qu'on a fait des cessions, il faut quand même déclarer, mais il n'y aura pas d'imposition. Mais la déclaration reste obligatoire. C'est bien de faire la nuance. L'échange BTC-USDC n'est pas soumis à la plus-value, mais en cas de vente de mes USDC, la plus-value initiée... Oh, pardon, ça va trop vite. Alors, pour ceux qui ne connaissent Bon, pas, l'USDC est un stablecoin adossé au dollar. Donc, un petit peu de la même façon que le Vera1 est adossé à un gramme d'or. Là, c'est de la monnaie. Donc, c'est une catégorie juridique particulière qu'on appelle les stablecoins. Et donc, en l'occurrence, si vous faites un échange, cela ne réduit pas la plus-value globale du portefeuille. Donc, si par exemple vous êtes en plus-value de 50%, que vous échangez vos cryptos sur de l'USDC, la plus-value globale du portefeuille sera toujours de 50%. Et si vous vendez ces USDC contre de l'euro, vous serez redevable de l'imposition sur la plus-value au même titre que si vous aviez vendu directement les BTC. merci Alexis pour ces explications très claires à une question qui est mal apparue. Je ne sais pas ce que j'ai un problème avec mon... Oh, je suis désolée. Il faudra que je réinitie encore. Bon, je crois que je vais le laisser courir. Mhm. On va y arriver. Alors, Quels sont les frais pour passer sur Cryptcool de BTC à compte d'attente, puis le contraire pour se réexposer au BTC? Alors, en l'occurrence, vous aurez les frais de vente, donc 1,5% pour passer de BTC au compte d'attente en euros. Et ensuite, il y aura les frais d'achat de 3% qui s'appliquent. Par contre, ce n'est pas la façon la plus optimisée de faire ce genre d'aller-retour. Le mieux, en fait, va être plutôt d'utiliser le Vera1 pour stabiliser la valeur de son portefeuille, donc utiliser de l'or comme valeur stable plutôt que de l'euro, étant donné que vous ne serez pas fiscalisé. Si vous vendez le BTC contre de l'euro, vous serez fiscalisé même si vous ne retirez pas sur le compte bancaire. Donc en fait, on va pouvoir utiliser le VRO pour ne pas avoir de friction fiscale, 1,5% sur les frais d'échange. Et lorsque vous souhaitez repasser du VRO vers le BTC, là aussi, il n'y aura pas de fiscalité et les frais sont aussi de 1,5% plutôt que de repayer 3% à partir de l'euro. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce type d'opération, à moins qu'on ait vraiment besoin de liquidité, il n'y a pas de nécessité à repasser par l'euro, C'est ça. si on a l'intention de réinvestir derrière. L'euro, ça va générer une opération imposable. Donc c'est vraiment, on va dire, lorsqu'on souhaite sortir pour éviter d'avoir la friction fiscale à chaque arbitrage. Mmh. À quel moment doit-on déclarer ces cryptos et doit-on déclarer nos transactions de notre compte bancaire à Cryptcool? Alors, je pense que ce qu'on appelle les transactions, c'est en fait les virements. C'est Mhm. la manière dont on alimente son compte d'attente Cryptcool à partir de son compte bancaire. Mhm. Donc Alors, ça, effectivement, je te laisse répondre. concernant la première question, à quel moment doit-on déclarer nos cryptos? C'est lors de la déclaration annuelle, les années, lorsque dans l'année précédente, on a fait une cession imposable. Sinon, on n'y a pas besoin de les déclarer. Et pour la deuxième question, en fait, on n'aura pas forcément besoin de déclarer ses comptes bancaires à Cryptcool. Il y a simplement des RIB à fournir pour lister vos comptes bancaires
dans la plateforme, ce qui vous permet de faire des virements entrants et sortants vers la plateforme. Mais il n'y a pas de déclaration de ces virements. administrative à proprement Hmm. parler. Ah. Calcul des plus ou moins-values. Existe-t-il un logiciel pour ces calculs multi-exchange et multi-crypto à installer sur mon ordinateur? Alors, en tant qu'application telle quelle, il doit exister un fichier Excel pré-rempli qui permet de simplifier un petit peu la déclaration, mais il est beaucoup plus simple de passer par une solution tierce comme Conta Crypto ou Waltio, étant donné que ce sera déjà optimisé, vous pouvez faire la synchronisation en temps réel, et surtout le fait de ne pas reporter vos transactions manuellement évite le risque d'erreur, et en plus vous avez l'assurance, on va dire, de bonne foi aux yeux de l'administration fiscale en cas d'erreur. Bonjour, je vends à perte par rapport au prix d'achat, donc pas de fiscalité. Je vends avec plus-value. Alors quel est le barème? Enfin, merci, gagne toujours. C'est à peu vrai, Bercy gagne toujours. Enfin, lorsque vous vendez à perte, il n'y a pas de fiscalité. Par contre, comme on le disait précédemment, il faut bien faire attention à déclarer malgré tout. Et si on vend avec plus-value, le barème par défaut, c'est 30% la flat tax, ou on peut opter pour le barème progressif, comme on avait vu un peu plus tôt. C'est plus favorable. Quel est le meilleur courtier en fiscalité française et déclaration d'impôt pour accompagner l'investisseur crypto? Bon, moi, Voilà, je bah, vois que... c'est une question qu'on a eu plusieurs fois. Conta Crypto ou Valtio, encore une fois. Alors, je travaille avec une plateforme américaine et suis payé en USDT. Comment faire ma déclaration de revenus? Exemple, je gagne 50 000 USDT par an. Comment je dois faire ma déclaration de revenus? C'est une bonne question. Alors, c'est assez complexe comme situation, mais en soi, les 5000 USDT doivent être considérés comme du salaire. Donc, ils seront imposés au titre des traitements et salaires. La société est censée faire une fiche de paie en bonne et due forme. Et ensuite, s'il y a une plus-value sur ces 50 000 USDT en euros par rapport au moment où ils ont été reçus, il y aura une plus ou moins value à déclarer. Mais dans ce cas précis, le mieux c'est de prendre contact directement avec un professionnel, étant donné que c'est des cas particuliers un peu complexes. Va-t-il y avoir des taxes sur les échanges de crypto vers les stablecoins? Ah, pardon. Alors, c'est pas impossible, dans le sens où Les transferts de crypto de personne à personne sont-ils connus par le fisc? alors, pour la Ouais. première question sur les échanges de crypto vers des stablecoins, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, étant donné que les stablecoins sont toujours considérés comme des actifs numériques au regard du droit fiscal français. Par contre, avec la nouvelle réglementation européenne, les stablecoins sont considérés et comme des actifs numériques et comme de la monnaie électronique. Et si on revient à considérer la nature de monnaie électronique de ces stablecoins, ils pourraient être imposés. Dans ce cas, vous pourrez toujours passer sur des cryptos comme le Vera One qui sont adossés à de l'or, étant donné que là, il n'y a pas de notion de monnaie électronique et il n'y a pas de risque fiscal à ce niveau-là. Et concernant les transferts de crypto de personne à personne, par défaut, non, ils ne sont pas connus de l'administration fiscale, mais si c'est une donation, alors ça peut être des paiements aussi. Si c'est un paiement, ce sera plutôt à déclarer sur les plus-values. Et si c'est une donation, là, c'est un peu différent. Il faudra généralement déclarer le don hors du cas très spécifique du don d'usage, par exemple lors des anniversaires ou ce genre de choses. Si pas de vente ni d'échange, faut-il malgré tout déclarer son portefeuille? Alors, Non. déclarer son portefeuille, ça on l'a déjà vu. Non, il n'y a pas besoin de déclarer ses cryptos ni son portefeuille, avec la petite pointe d'attention sur le fait que s'il y a une plateforme étrangère, là, il faut quand même déclarer le compte en lui-même, mais pas la nature des actifs qui y sont présents. Puis-je acheter de l'or à Veracash avec votre stablecoin? Alors, du coup, avec le Vera One, même si juridiquement, il faut savoir que c'est pas un stablecoin comme on l'entend, étant donné que maintenant c'est uniquement avec des monnaies fiat, il est possible de transférer en fait le Vera One en Goldspot sur Veracash, étant donné que c'est la même matière. Dans les deux cas, c'est du lingot,
mais lorsqu'il est sous forme de VERA1, il y a une enveloppe crypto qui va modifier sa nature fiscale. Par contre, l'administration fiscale va considérer que c'est comme si vous utilisiez vos VERA1 pour acheter de l'or sur VeraCash, et donc c'est une opération imposable au titre des plus-values. Mais ça Et a tout de donc, même l'avantage, imposable à 30%. c'est ça, à hauteur des plus-values à 30%, mais ça a l'avantage de ne pas faire transiter les fonds par la banque, étant donné que certaines banques peuvent être assez réticentes à recevoir des fonds de plateforme crypto et poser de nombreuses questions en termes d'origine des fonds, ce qui peut poser quelques petits problèmes au niveau des rapports avec sa banque, justement. Donc, pour résumer, c'est possible, mais c'est fiscalement imposable. C'est fiscalement imposable, c'est ça. Comment être sur des sommes déclarées? Comment être sûr des sommes déclarées? Ah oui, Alors, papier est plus ou moins valu sur certaines plateformes, mais ça, on l'entend bien. mhm, De l'avantage de passer par c'est une ça. plateforme professionnelle type. Idéalement, de passer par un outil, ça va Ouais. permettre de se sécuriser et sinon de faire très minutieusement l'ensemble des calculs à la main, mais c'est très fastidieux. Généralement, c'est possible que pour ceux qui ont très peu de transactions, et encore, c'est pas forcément utile dans le sens où, comme on vous le disait, Compta Crypto est gratuit en dessous de 50 transactions par an, Mmh. donc autant en profiter si vous avez peu de transactions pour être sûr à 100%. Ouais. Bah, ça peut occuper des dimanches soirs d'hiver un peu ennuyeux, mais c'est pas forcément très sûr de ne se fier qu'à soi. On est imposé sur la plus-value à la revente des cryptos uniquement si on les transforme en monnaie fiat. C'est bien ça? Alors généralement oui, sauf si on les utilise pour acheter des biens ou services. Ça va être considéré comme si on les transformait en fiat. Et petite subtilité aussi, si par exemple on vend ses cryptos contre de l'euro sur Cryptcool, mais qu'on ne le retire pas sur son compte bancaire, c'est quand même une opération imposable. C'est pas le fait de récupérer les fonds sur le compte bancaire qui déclenche l'imposition, mais bien la vente contre de l'euro. Oui, c'est ça. Donc c'est dès que la crypto se transforme en euros. C'est-à-dire que même si elle reste sur le compte d'attente, Cryptcool, heu et qu'on la laisse là dans le but de réinvestir, ça restera une opération, imposable. Mmh. Quelle est la date de référence prise en compte pour estimer la plus-value par rapport au jour de la revente? Alors idéalement, c'est le moment exact, auquel on a vendu les cryptos. Après, dans certains cas, ça peut être toléré d'utiliser soit le cours moyen ou le cours de clôture, si on n'a pas l'information exacte, mais c'est toujours mieux de s'en rapprocher, de façon la plus fidèle possible. C'est une, donnée qu'on trouve dans les exports de transactions? Dans les récapitulatifs? C'est ça, généralement, on a souvent la cotation, donc autant utiliser la cotation exacte du moment de la session, mais à défaut, si on ne l'a pas, on peut essayer d'utiliser plutôt la cotation moyenne de la journée ou de clôture. Projet de taxation des plus-values non réalisées. Alors oui, alors ça, c'était un sujet dont on a pu parler, il y a quelque temps, au moment du débat sur la loi de finances, 2025. Est-ce qu'il concerne aussi les cryptos? Et le don de crypto à un proche, est-ce que c'est imposé et pour qui? Alors, le projet de taxation, en fait, consistait en la conversion de l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive. Et donc, l'ensemble des actifs dits non productifs étaient considérés, à savoir tout ce qui va être dépôt, art, crypto, Mmh. potentiellement métaux précieux qui auraient pu être concernés. Mais le projet de loi, en fait, n'a pas du tout retenu cette nouvelle imposition. Et dans ce cas, oui, il y aurait pu avoir une plus-value non réalisée, mais c'est vrai que c'est tellement complexe d'un point de vue fiscal à mettre en place qu'il est peu probable que ça arrive. Et concernant la seconde question, le don de crypto à un proche, est-ce qu'on est imposé? Alors, pas au titre des plus-values, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des droits de mutation. Donc, c'est des frais sur les donations et successions qui sont à payer, mais il existe certains abattements. Par exemple, un abattement de 100 000 euros sur des parents en ligne directe, donc par exemple parents-enfants. Et si le sujet vous intéresse, on a fait tout un webinaire avec Maître Charlène Baron, Sur la une notaire, transmission.
spécialisé justement sur ces sujets de transmission crypto, qui sera bien plus détaillé. Et qui est disponible sur la chaîne YouTube de Cryptcool, la vidéo de ce webinaire dédié à la transmission sous toutes ses formes, donc que ce soit la donation ou la succession. Qu'on mettra certainement d'ailleurs à jour dans les mois à venir. Bonjour, si je fais un transfert du compte Cryptcool à Veracash pour ensuite pouvoir utiliser l'argent avec ma carte bleue, comment cela se déclare-t-il? Alors, vous avez déjà l'opération de transfert qui va être fiscalisée. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez la fiscalité des cryptos lorsque le VeraOne est converti en Veracash. Et après, sur Veracash, vous avez la fiscalité qui est propre à chaque produit. Donc, par exemple, si vous faites un transfert en euros et que vous achetez du Gold Premium, donc des pièces et jetons, il n'y a pas de fiscalité si vous faites des opérations de moins de 5 000 € avec la carte. Mais ça, ce sera uniquement sur la partie Veracash. Généralement, il y aura déjà eu une imposition ou non sur les plus-values lorsque vous sortez des cryptos. Résidant dans un autre pays de l'UE, j'effectue une double déclaration de mes revenus. Retraite sécu en France, retraite privée dans mon pays de résidence. Quid de mon portefeuille crypto? Alors là, ça va vraiment dépendre de quelle est la résidence fiscale effective. Donc, c'est des situations qui s'estiment un petit peu au cas par cas. En général, il vaut mieux demander conseil si jamais on n'est pas sûr à 100% de sa résidence fiscale sur ce type d'opération. Si vous êtes résident fiscal français, le portefeuille crypto sera imposé en France. Si vous êtes résident fiscal d'un autre pays, ce sera la fiscalité du pays qui s'applique. Eh bien, on est arrivé à la fin de nos questions et donc à la fin de ce webinaire. Comme je vous disais un petit peu avant, pardon, on va pas recommencer ça. Le replay du webinaire sur la fiscalité sera disponible dans quelques jours. Et évidemment, on vous partagera le lien parce que je me doute que c'est pas facile de digérer toutes ces informations en quelques minutes, là, en moins d'une heure, qui sont très très denses et qui sont assez opaques parfois, et puis surtout qui sont pleines d'arithmétique assez indigestes. On se tient, nous, équipe Cryptcool, disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions sur la fiscalité, sur les cryptos en général, autant qu'on peut vous aider. Et puis, on vous partagera ce webinaire. On a également un livre blanc sur la fiscalité des cryptos qui est en cours de mise à jour et qu'on vous partagera également, qui fera une bonne base écrite récapitulative de tout ce qui a été dit ce soir. Et puis j'espère quand même que ça vous aura aidé, que cela vous aura renseigné, voire même qu'on aura répondu à certaines de vos questions. Voilà, donc on fait en sorte de se mettre à jour de toutes les questions réglementaires nouvelles et de les rendre les plus compréhensibles possibles pour vous accompagner dans la déclaration de vos revenus crypto. Merci beaucoup d'avoir été très très nombreux à nous accompagner ce soir. N'hésitez pas à nous faire remonter vos impressions, vos commentaires, vos suggestions. Et puis, je remercie également nos modérateurs, Maëlys et Anthony, qui ont été super, qui ont dû correspondre également avec vous pendant qu'Alexis et moi étions en train de partager le fruit de notre travail de présentation. Merci beaucoup, Alexis, pour ton Merci. expertise et pour tes explications très très claires. Et on se retrouve très bientôt pour un autre webinaire, sans doute consacré bientôt à VeraOne et puis dans les semaines à venir également à la transmission. N'hésitez pas si vous avez des sujets aussi que vous souhaiteriez qu'on aborde sur des formats comme ça un peu live, à nous les partager. Voilà, et puis si vous êtes toujours content de votre plateforme Cryptcool, eh ben, n'hésitez pas à le faire savoir sur Trustpilot également. On est toujours content d'avoir des commentaires sympas de votre part. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt.
Merci à tous, très bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt.